Bonjour, bienvenue dans l'Unicorn Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. Il a récemment battu un joueur de niveau 2050 aux échecs et fêté ça avec une raclette à la cantine ce midi. Oh, le plus que la cantine. À la salle de pause, Jérôme Le Gripagès, bonjour. Bonjour Florine. Merci, je sais que t'es content Jérôme. Ah oui, notre chanson, Il est celui... Tu nous écoutes déjà tellement on te passionne. C'est une émission que j'adore, je sais pas si vous la connaissez. On vous la recommande. En attendant, il est celui d'entre nous qui emprunte le plus de jeux de société de la ludothèque pour des soirées entre amis. C'est Benoît Hélène. Bonjour. Ravi de te retrouver Benoît. Ravi aussi. Et puis là, il a appris la sérénité grâce à Dark Souls et a déjà battu Jérôme sur des jeux de plateau. C'est Arthur Gatté. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également en coulisses Lucie Tamboise, Lucie qui est celle d'entre nous qui a gagné le plus de jetons de la bonne idée. Oui. Que l'on salue. Ouais. Je t'écoute donc parce que j'ai appris du passé. Oui, bah bien sûr. Et donc parce qu'aujourd'hui on va parler un peu de victoire. La victoire, je vais en donner quelques éléments te concernant parce que pour Florine, la victoire, c'est entrer dans un univers mystérieux. C'est passer un costume, bien sûr, mais c'est aussi et surtout passer ses week-ends au casino. C'est notre animatrice vedette, la Léa Salamé de la ludopédagogie, Florine Le Marchand. Merci Jérôme. Alors pour nos fans, j'ai quand même envie de rétablir la vérité. J'ai dit une fois que j'étais allée travailler au casino. Voilà, merci. Mais je n'ai pas encore de grande victoire à mon actif au casino. Donc vous l'aurez compris, nous allons parler victoire et défaite. Alors, je ne vous cache pas qu'en coulisses, les collègues de l'équipe du CEMU m'ont dit que c'était l'épisode qui s'attendait le plus, puisque Jérôme, tu vas nous dévoiler tes secrets pour gagner. Effectivement. Et c'est d'ailleurs l'objet de la rubrique Ticket to Teach aujourd'hui. Nous allons aborder donc ce sujet qui touche à l'essence même de notre expérience de jeu, la victoire ou la défaite. Enfin, je te regarde, mais... ça commence très bien. Non, mais c'est bien. Très bonne ambiance sur ce plateau. Donc, la victoire, c'est ce moment où on atteint la conclusion d'une partie où l'un sort vainqueur et les autres un peu moins. En tant que joueur, effectivement, qui gagne assez souvent, sans vouloir ni me vanter, ni insulter les compagnons de jeu que vous êtes, je vais vous partager quelques réflexions sur ce que signifie réellement gagner et perdre dans un jeu, et surtout dans un cadre d'enseignement, où ces notions de victoire et de défaite prennent une toute autre dimension. Commençons par le plaisir de la victoire. Gagner un jeu, c'est bien plus que marquer des points ou battre des adversaires, c'est une validation de la stratégie, une validation de la stratégie mise en place, de la réflexion, du hasard, et même des choix sociaux que l'on fait durant la partie. Mais comment se fait-il que cela soit toujours un peu les mêmes qui gagnent ? Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment toutes les tables. On a des joueurs, des joueuses qui systématiquement finissent par être à gagner la partie ou être tout proche de la gagner. Alors, je vais vous donner mon secret. Et j'espère que, de fait, vous ne l'utiliserez pas à mes dépens. Alors, personnellement, j'aborde toutes mes parties de jeu comme des parties d'échecs. Je structure mon approche en ouverture, développement, milieu de partie et endgame, fin de partie. Lors de l'ouverture, sur les premiers et deuxièmes tours de jeu, l'objectif est ici de préparer le terrain, de façon à établir une position solide, un peu comme on le ferait donc aux échecs, pour contrôler le centre du plateau et développer ses pièces. C'est une phase où il ne faut pas hésiter à prendre du temps et à bien réfléchir, parce que généralement, ça donne une direction complète pour le reste de la partie. Ensuite, nous avons le milieu de partie. Et ça, c'est la phase cruciale où tout peut basculer. Je pense qu'aux échecs, quand je jouais beaucoup, c'était là où j'étais fort. Dans un ouvrage qui s'appelle The Middle Game in Chess, Reuben Finney identifie 3 facteurs majeurs. La sécurité du roi, le matériel et la mobilité. Ces concepts sont applicables à de nombreux jeux stratégiques. La sécurité du roi, ça pourrait être assimilé à la préservation de ses ressources vitales ou à un avantage clé. Le matériel fait référence à ce qu'on appelle souvent le contrôle des ressources. Enfin, la mobilité concerne la flexibilité tactique, c'est-à-dire la capacité à s'adapter rapidement à ce que font les autres joueurs. Sur ce dernier point, je me pose toujours, quasiment en permanence, la question:
quelle est la stratégie de chacun de mes adversaires. Et si j'arrive à la comprendre, je peux donc anticiper leurs futures décisions et donc en faire un avantage pour moi. Par ailleurs, à chaque partie de jeu, quand c'est un jeu que je découvre, je m'interroge où est le roi. Là, on a tous des reines, là, des dames qui sont devant nous, mais dans un jeu, il y a toujours un roi. Cette pièce que je dois, dans les échecs, c'est cette pièce qui va me permettre de gagner si j'arrive à empêcher le roi de se mouvoir, ou qui peut me faire perdre si moi-même, mon roi est attaqué. Dans tous les jeux, je me dis, il est où le roi ? Dans un jeu comme Twilight Imperium 4, que je crois se trouve derrière moi, ça serait par exemple le contrôle de Mechatolrex. Alors que dans Brass, Birmingham, ça pourrait être la gestion des réseaux industriels et des connexions commerciales. Dans la première version de Brass, il y avait une ville qui s'appelait Birkenhead, qui était complètement stratégique. Et c'était vraiment le roi. Enfin, celui qui possédait et contrôlait cette ville, ce port qui se trouve en face Liverpool, généralement, il avait la partie. Dans Seven Wonders, que vous connaissez peut-être mieux, ce sont les cartes vertes de technologie qui nous permettent de voir des effets de scoring qui se démultiplient. Le roi, donc, c'est cet élément critique à maîtriser. Et tout comme aux échecs, ignorer ce point central peut coûter la partie. Donc, le jeu avance et finalement, il y a l'endgame, la fin de partie, cette phase où il est crucial de concrétiser son avantage. Dans des jeux comme Terraforming Mars, c'est le moment de maximiser ses points de victoire en utilisant au mieux les cartes que l'on a accumulées. Tout comme dans une partie d'échecs, on utiliserait une supériorité matérielle pour forcer le mat. Voilà comment je joue et voilà pourquoi je suis, je pense, souvent proche de la victoire, parce que je suis toujours tendu vers ce roi qui peut me faire gagner ou mon roi qui peut me faire perdre. Cependant, la victoire, elle n'est pas seulement liée à la compétence. Des études comme celle de Camacho Lazarraga, donc en 2021, ou de Kisser en 2018, montrent que les mécanismes de jeu dans des environnements gamifiés, comme des systèmes où il y a des points et des classements, eh bien ces environnements-là influencent fortement la motivation extrinsèque des joueurs. Pour les apprenantes et les apprenants, la victoire peut accroître leur auto-efficacité et leur engagement dans les tâches. En d'autres termes, ces résultats démontrent que même dans un cadre éducatif, gagner n'est pas simplement une question de domination, mais c'est un processus qui renforce les compétences et la confiance en soi. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, que dire de la défaite ? Même si je gagne souvent, je ne peux échapper aux défaites. Et en fait, sur certains types de jeux, comme les échecs ou Magic, The Gathering, je gagne une partie sur deux environ. Ce qui fait que j'en perds quasiment une sur deux. Parce que les systèmes de classement font qu'on affronte des adversaires de son niveau. Et donc, on n'échappe pas aux défaites. Et elles sont une part essentielle de l'expérience. Perdre, c'est aussi une forme d'apprentissage. Dans un jeu, la défaite nous enseigne non seulement la patience et la résilience, mais elle peut être aussi un moment de réflexion. Qu'ai-je raté ? Qu'aurais-je pu faire différemment ? Les travaux de Guerrero Puerta, donc pareil sur des travaux assez récents, 2021, ces travaux montrent que la défaite, loin d'être un échec final, est une opportunité d'améliorer des compétences, de pensée critique et de stratégie. Là, je vais citer un auteur qui est toujours intéressant à citer, Bernard Werber. J'ai toujours peur qu'il y ait des insectes qui chaque fois qu'on dit le mot, que ça les attire. Donc Bernard Werber disait « La défaite est novatrice, la victoire conservatrice ». J'aime bien cette petite citation. La défaite pousse à la remise en question et à l'innovation. Et c'est cette capacité à apprendre de ses erreurs qui fait de la défaite un moment d'évolution, alors que la victoire, bien qu'agréable, et généralement c'est ce qu'on cherche, mais la victoire tend à renforcer des stratégies qui sont déjà existantes. Prenons des exemples concrets, comme Conquest of the Empire, deuxième façon d'y jouer. C'est un super exemple. Prenons Route, Diplomatie. Dans ces jeux, la victoire ou la défaite ne se résume pas à une simple comptabilité des points. J'ai des points de victoire et si j'en ai plus que les autres, j'ai gagné. En fait, il y a aussi une dimension sociale. Les alliances, les coups bas et parfois les situations où on accepte de perdre pour permettre à quelqu'un d'autre de gagner. J'en vois souvent des petites alliances comme ça où on se dit tiens, et si on pouvait faire... Nicolas n'est pas là, mais on peut lui faire une petite dédicace parce que c'est, je veux dire, un peu sa façon de gagner, en faisant en sorte que je ne gagne pas. Eh bien, cette dynamique rend la victoire collective tout aussi intéressante que la victoire individuelle. Dans d'autres jeux, comme Alltray, Battlestar Galactica ou Room 25, ici, ces jeux reposent sur la coopération. Dans ces jeux, la défaite est collective et la victoire l'est tout autant. Ils nous rappellent que gagner à tout prix n'est pas toujours l'objectif final, parfois la véritable victoire.
et dans la connexion que nous établissons avec les autres joueurs et les autres joueuses, dans le plaisir partagé du jeu, qu'il se solde au final par une défaite ou une victoire ou une défaite, au final c'est accessoire. En tant qu'enseignant, je vois la défaite comme une leçon de vie. C'est vrai. Vous devriez me donner plus souvent des leçons de vie. Elle permet de relativiser l'échec, de comprendre que perdre fait partie du processus d'apprentissage, tant dans le jeu que dans l'éducation. Lors de la phase cruciale du débriefing, il est essentiel que l'enseignant soit là pour guider les apprenants afin qu'ils voient la défaite non pas comme une fin, mais comme une opportunité d'analyse et de progression. Quand je faisais des échecs, je n'analysais jamais les parties. Analyser, c'est revenir sur la partie qu'on a faite, reprendre tous les cours, rejouer et regarder ce qu'il aurait pu faire différemment. Quand j'ai gagné, je ne reviens jamais dessus. Par contre, quand j'ai perdu, je suis un peu vexé, je reviens sur la partie que j'ai faite. Et donc, c'est cette logique-là. Et donc, c'est là où, à mon avis, l'enseignant doit faire un accompagnement pédagogique pour que ces moments soient vraiment, face de ces échecs, des moments constructifs. En conclusion, gagner ou perdre, au fond, c'est accessoire. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on en fait. Dans chaque défaite se trouve une leçon, et dans chaque victoire, une responsabilité, celle de continuer à vouloir progresser. La vraie victoire, c'est de rester ouvert à l'apprentissage, que ce soit à travers un succès ou un échec. Merci Jérôme. Merci. Donc la victoire nous engage et nous, on peut s'engager à essayer de te donner plus de leçons de vie. C'est notre engagement 2024-2025. Exactement. Alors, à votre décharge, c'est souvent... Enfin, il y a un effet qui amplifie cette impression de différence. C'est pas que je ne suis pas un génie quelconque. C'est que souvent, en fait, vous découvrez des jeux auxquels j'ai déjà joué X fois. Donc, c'est vrai. De la même façon, si je sais pas, on faisait un match de basket, certainement tu serais meilleur que moi parce que tu en as fait des années. Non, pas du tout. Alors, c'était même pas ma première question, mais ce que tu viens de dire me fait penser, est-ce que il y a un argument d'autorité qui peut rentrer en jeu? Est-ce que le fait que tu sois notre directeur, par exemple, peut influencer la partie? Tout comme on entend, par exemple, des spécialistes parfois dire que telle couleur de maillot ou de pion va influencer la partie. Est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs comme ça? Alors, celui de l'argument d'autorité, l'exercice de l'autorité que j'ai sur vous est quand même très limité dans la mesure où vous n'en faites pas un grand cas, j'ai l'impression. En tout cas, personne ne se lève quand j'entre dans un bureau, ce genre de choses. On y remédiera. Je pense que ça joue, ces facteurs sociaux extérieurs jouent. On le voit, par exemple, quand il y a un couple, c'est rare qu'il y ait des agressions. Ou du moins, c'est rare que ça dépend du Lucie agresse, mais ça dépend du couple. Mais on a des fois, il y a des règlements de compte, au contraire, qui vont exacerber des choses, des rivalités entre frères, ou quand il y a des alliances amicales qui se retrouvent. Ça, on le voit quand on va sur des conventions. Oui. Ne meurs pas en live, s'il te plaît. Merci. Ça, c'est les poupées vaudou que des joueurs à distance viennent de... Donc, j'en profite pour dire que dans le décor, il y a plein de rois et tu cherchais les rois. Ah oui, mais il est absent. Oui, Damien. Le roi. Damien le roi. Voilà. Salut. Je crois qu'on a un son pour le... Pour les blagues. Non, on n'est pas obligé de le faire. Mais non, donc je pense que c'est un vrai biais. On l'a aussi mais on a plutôt un biais, je dirais, inverse par rapport aux éléments hiérarchiques. C'est-à-dire que on a plutôt une cible qu'une différence ou une déférence qui se met en place en se disant c'est le directeur ou c'est l'enseignant, on va le laisser gagner. Moi, j'ai souvent vu plus un acharnement et des alliances. Mais en même temps, si c'est des bons jeux, vous pouvez vous allier. Ça ne me dérange pas tant que ça, parce que ça fait de vous des gens prévisibles, et votre alliance, elle est fracturable. Donc, ça ne me dérange pas tant que ça en soi, mais je pense que ça existe, mais ça n'existe pas dans le sens où ça favoriserait... c'est-à-dire, je refuse une victoire. Oui, je pensais moins à laisser gagner qu'à être influencé par l'idée que telle personne va être plus forte ou plus importante. Oui. Il y a un facteur psychologique qui peut éventuellement entrer en ligne. Mais ça, c'est classique sur les parties, oui, où on a des joueurs qui vont abandonner, par exemple, ou éviter un conflit. Se dire, je ne vais pas aller dessus parce que lui, il connaît le jeu.
Il n'aura pas peur du conflit, et s'il accepte le conflit, c'est que certainement il a imaginé qu'il peut le gagner, alors que c'est peut-être pas le cas. Mais Oui. donc il y a des fois Moi, des effets Dans d'autocensure. Twilight Imperium, moi j'aime bien aller jusqu'au moment où la guerre est impossible, inévitable, pardon, et à ce moment-là, je sais que je me dis, Jérôme va gagner les combats, et donc du coup, je te livre ma stratégie sur Twilight Imperium. C'était pas ça que une tu essayais de faire. Bah non, mais du coup, c'est pas une stratégie, c'est effectivement Hmm. Un empêchement. abandon. Je dirais pas jusque-là, n'abandonne pas. Et pour aller au bout de ce que je voulais dire sur les biais sociaux, on l'a également donc avec des étudiants ou des apprenants qui vont jouer ensemble. On a des fois des effets de presque complètement toxiques qui peuvent se réaliser avec surtout si les étudiants ou les apprenants présument que leur performance en jeu sera évaluée. Ce qui est pas souhaitable et ce qui est généralement pas le cas quand on fait de la ludopédagogie, mais parfois ils vont projeter beaucoup de choses. Et voilà, on peut avoir. Mais si je joue ça, c'est. Si je joue ça, c'est dans mon intérêt. Donc, il y a des effets de hiérarchie sociale qui viennent pénétrer. Mais c'est. Et si ça peut vous amuser, je joue aussi beaucoup en ligne et avec des joueurs que je connais pas spécialement, mais ils mettent en place les mêmes stratégies que vous, si ça peut vous amuser. Mais moi, c'était moins une stratégie que J'en une suis attitude. Mais bon, alors tu nous as appris comment gagner, c'est assez fascinant. En tout cas, j'espère qu'on arrivera à mettre en application tes conseils. Est-ce que vous avez des conseils sur comment apprendre à perdre, et donc notamment évidemment, tu l'as mentionné en contexte pédagogique, puisque ça peut aussi déstabiliser un enseignement, un cours, si pour les mauvais joueurs notamment, si on est confronté avec des étudiants qui supportent pas la défaite, et comment bien perdre. Et naturellement, tu te tournes vers nous. J'élargis la discussion, mais c'est ça. sentez-vous libre d'y répondre. Moi, j'essaye de pas monopoliser la Non, parole. Mais par contre, si tu as quoi de répondre, Jérôme, vas-y. Je dirais que c'est un contrôle de soi, avant tout. C'est ce que tu disais, Jérôme, c'est que de toute façon, gagner ou perdre, c'est juste un indicateur, c'est pas véritablement un indicateur, c'est vraiment accessoire. Donc, je pense qu'une fois qu'on a dépassé ce problème-là de mince, j'ai perdu, ou même ce problème-là aussi qui peut l'être de joueurs qui gagnent et qui en fait des tonnes, justement, de dire j'ai gagné, vous êtes tous nuls, machin. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a déjà un apprentissage de perdre, et je pense aussi qu'il faut retourner le problème dans un autre sens. Il ne faut pas dire qu'on a perdu, il faut dire qu'on a appris une leçon de vie, comme disait Jérôme. Mais en même temps, c'est vrai, parce que perdre, c'est aussi apprendre, en fait, ok, à ce moment-là, c'est un indicateur qui nous permet de se retourner, se dire, ok, donc à quel moment, en fin de compte, j'ai véritablement, entre guillemets, perdu la partie. Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu cette partie-là, et comment j'aurais pu essayer de la gagner, en fait. J'adore votre sagesse. Benoît, tu fais mine de rien avoir à dire, mais tu m'as expliqué tout à l'heure qu'en improvisation, notamment, c'était une vraie leçon de comment bien perdre. Tout à fait, ouais. C'est pas facile pour les jeunes improvisateurs d'apprendre à perdre, effectivement. Mais il y a des tonnes d'exercices, et il y a même... c'est plutôt tout ce qui est improvisation américaine, on va dire, avec Keith Johnstone qui a amené ça, l'importance de perdre, de savoir perdre. Et il y a pas très longtemps, il y a quand même maintenant longtemps, en fait, je vieillis. J'ai fait un stage avec Mark Jane, qui a axé peut-être tout son stage sur le fait d'accepter de perdre. Et nous faisait comme ça dire, on faisait des jeux, et à chaque fois que quelqu'un perdait, il n'y avait pas l'effet de groupe à dire mais si t'as perdu, la personne devait lever les bras et dire avec un grand sourire j'ai foiré, et c'est ok, et j'accepte, et derrière ça va effectivement être une leçon pour aller plus loin, pour aller pour faire mieux. Je pense aussi que ça peut être alors c'est le fait de perdre aussi, ça peut être motivationnel, effectivement, de se dire ok, j'ai perdu, donc demain je vais faire mieux, ou peut-être après, surtout dans le jeu vidéo notamment, c'est quelque chose qui est assez important, en fin de compte, de se dire, et qui s'est un peu perdu dans les jeux vidéo, je dirais modernes, mais qui était déjà là, en fait, dans les jeux type Mega Man, Mario, les premiers Super Mario sont extrêmement durs. Alex Kidd aussi, tous ces vieux jeux-là de plateforme, justement, où il n'y avait pas de système de sauvegarde.
C'était juste on mourait, on revenait au tout début du jeu et c'était vraiment un indicateur. Alors déjà, c'était parce que si les jeux étaient aussi faits pour Qu'on mette des, pour des qu'on pièces. mette des pièces aussi, mais et parce que des fois certains éditeurs, notamment Atari, pensaient que bon bah même si le jeu était pas fini, était extrêmement dur et infinissable, bah c'est pas grave parce que c'est des enfants, donc de toute manière ils vont jouer, même si le jeu il est nul et dur. Mais dans les jeux vidéo modernes, justement, on a plus tendance à, notamment l'Assassin's Creed, à permettre aux joueurs justement soit un mode très facile, alors qui n'est pas forcément un problème, hein, mais justement vraiment à les accompagner, à plutôt les dorloter, essayer de dire. Qu'est-ce non, que tu as vous contre avez les gens gagné. qui jouent en mode facile à Assassin's Creed? Je n'ai absolument aucun problème justement. C'est le principal, c'est de se faire plaisir justement. Au contraire. Tu peux les rebondir, Jérôme. Non, mais c'était ça, c'était sur ce concept-là, en fait. Et c'est ce qui différencie quelque part le jeu du sport, le jeu vidéo de l'e-sport. C'est est-ce que derrière on vise un classement, est-ce qu'on vise une reconnaissance, est-ce qu'on vise à aller chercher comment dire, le high score sur la bande d'arcade, de laisser une trace, d'avoir justement de tirer durablement un prestige social, à dire ouais, je vous ai battu, gna gna gna. Ouais. Ou j'ai fait le jeu d'une telle manière, vous l'avez pas fait. Ouais. Et donc en fait ça dépend. Et donc si on bascule sur l'un, je pense maintenant vraiment faire des échecs de façon en les considérant comme un jeu. D'ailleurs je joue de moins en moins, je regarde de plus en plus. Mais à une époque, je faisais de la compétition d'échecs. J'utilisais le jeu comme un moyen. Et là, en fait, je projetais beaucoup dessus. Donc, pour revenir sur comment on apprend à perdre, on apprend aussi à perdre en remettant le jeu pour ce qu'il est dans le contexte qu'on va utiliser. Est-ce qu'on l'utilise dans une perspective de performance, de compétition, de classement, ou est-ce qu'on l'utilise effectivement comme un moyen de pouvoir atteindre quelque chose d'autre? Et ça, si on l'explicite correctement et qu'on dit, bah, voilà les façons dont vous allez pouvoir jouer, gagner, ça donnera un autre sens. On a des typologies de joueurs qui rentrent mal et qui rentrent mal quasiment systématiquement dans la défaite. Donc, dans certaines typologies, on leur met même une place à part. Je pense à celle qui a été établie par Chris Bettman, qui se base sur les modèles, en analyse neuropsychologique. Et donc, lui, dans sa perspective, on a des joueurs qui sont dans leur cycle de récompense, qui sont mus par... donc, évidemment, il y a la dopamine, mais il y a aussi la noradrénaline, qui est cette hormone du mauvais joueur, qui fait que certaines personnes... vont jouer et avoir quelque chose qui est autour de la frustration et dépasser la frustration. Et donc, quand ils gagnent, ils dépassent la frustration et donc ils vont l'exprimer très fortement parce que ça a accumulé. Et à l'inverse, quand ils perdent, ça va être une frustration qui va prédominer. Et ce qui est compliqué avec ces joueurs-là, c'est que, et donc quand on joue en contexte pédagogique, c'est d'autant plus, c'est que ils ont du mal à sortir de ce schéma-là. Ils sont frustrés, s'ils perdent, ils sont frustrants, ils vont être pénibles, ils vont accuser l'équilibre du jeu, la chance au dé, le fait que les autres les ont empêchés de gagner. Enfin, des fois, on a des arguments, je crois que c'est toi qui me parlais d'une connaissance qui avait un peu fonctionné comme ça, et on en a tous. Et à l'inverse, qui vont fanfaronner. Mais donc, ça, c'est compliqué parce que c'est sur un fonctionnement un peu psychologique par rapport à ce qui est perçu comme une difficulté et le jeu qui est, selon eux, le reflet de leurs compétences et de leurs capacités. Et c'est là où il faut, à mon avis, en phase préparatoire du jeu, vraiment exploser ce cadre-là. Dire non, quand vous allez jouer, vous perdez, c'est super. Vous gagnez, c'est super. C'est pas très grave. Le but du jeu, il n'est pas là. Le but du jeu peut-être, mais le but de l'activité ludopédagogique ou du cadre pédagogique qu'on a, il n'est pas là. Le briefing est très important pour ça. Ouais. Et le débriefing aussi en même temps. Donc on a parlé de l'intérêt de la défaite dans l'apprentissage. Est-ce que vous avez notamment des exemples de moments où elle est intéressante dans l'expérience du joueur, voir où elle est intégrée au gameplay, à la mécanique de jeu? Je me tourne vers Arthur parce que je sais que dans les jeux vidéo, c'est particulièrement vrai.
Oui. Alors, c'est-à-dire que déjà, c'est une mécanique qui peut être pratique pour le scénario. Enfin, il y a énormément de jeux qui vont, mais c'est pareil dans la littérature ou le cinéma, c'est-à-dire que pour introduire, par exemple, ce personnage antagonistique, on va le mettre dès le début du jeu et il va vaincre notre personnage. Donc, il y a un combat qui va se lancer, mais combat contre lequel on va pas pouvoir gagner en fin de compte. Et même si on gagne, il va y avoir peut-être une cinématique qui va faire que non, en fait, on a perdu. C'est accessoire. Enfin, c'est vraiment pour introduire, mais de fait, on est obligé de perdre. God of War, dans le dernier God of War Ragnarok, le personnage qu'on joue, Kratos, se bat contre Thor et à un moment, donc c'est scripté, on est obligé de mourir. L'écran de chargement se lance et le personnage de Thor nous parle, dit non, et on revient en fait en arrière et utilise son marteau comme défibrillateur pour nous ressusciter et on se retrouve reprojeté dans le combat. Donc là, il y a cette manière-là, et Undertale le fait aussi à la fin où pareil, je crois que le jeu manipule notre sauvegarde pour nous faire revenir en arrière. Donc il fait des sauvegardes automatiques contre notre gré pour après, au moment où juste avant de gagner, recharge la sauvegarde pour nous remettre en arrière en fait, et on doit rebattre encore le boss encore une fois. Donc c'est des manières assez ingénieuses en fin de compte de nous refuser cette victoire là, donc un peu de nous faire jouer contre une IA tricheuse. Que je trouve, l'idée derrière, c'est quoi? C'est d'augmenter le plaisir du joueur ou de lui faire apprendre des choses justement L'idée, c'est c'est la frustration, le stress. Alors, dans le cas de Undertale, c'est un boss où donc c'est le jeu, c'est on contrôle un tout petit personnage, on doit éviter plein de balles en fait. Donc c'est un jeu où c'est du bullet dodge, je crois, c'est le nom du type de jeu. Et c'est un jeu qui fonctionne énormément aussi avec le cassage du quatrième mur, en fin de compte, où le boss va savoir que nous sommes un joueur en train de jouer à un jeu vidéo, en train de contrôler un personnage, et va utiliser ça en disant non, tu n'es pas le héros, c'est à moi de gagner le méchant, et donc il va jouer là-dessus. Donc là, c'est vraiment plutôt une mécanique scénaristique, encore une fois, de vouloir nous refuser cette victoire. Je trouve ce qui est super intéressante. Tu me parlais aussi de Dark Souls, où se faire tuer permet d'accéder à une zone secrète. Ouais. Pour le cas de Dark Souls, je reviens tout le temps là-dessus, mais c'est vraiment c'est le but même de l'éditeur. Enfin, tu devrais en faire une thèse. Et je devrais en faire une thèse, ouais. Ah, ça tombe bien, justement. Et on a tous les jeux aussi, jeux vidéo surtout, où plus on perd, plus le jeu va être simple, ou va nous apporter des récompenses sous forme d'équipement, de pouvoir. Ouais. J'avais noté dans Resident Evil 4, par exemple, dans Undertale. Ouais, Mario aussi, ouais. Et non, moi je lève la main parce que je suis parfaitement scolaire. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Non, parce que j'ai arrêté d'écouter tout ce que tu disais à partir du moment où tu as dit qu'il y avait un marteau défibrillateur. Et je crois qu'on a mis l'image, Lucie nous a mis l'image à l'écran. Ou en tout cas, si c'est pas fait, on pourra le faire prochainement. Sinon vous regardez. Alors moi, il y a plein de jeux vidéo et qui me rappellent parfois certains types de jeux de rôle comme Paranoia. Un jeu de rôle où on passe son temps à mourir, à refaire des clones. Enfin, là, mais il y a des jeux vidéo où, alors c'est peut-être moi qui suis un joueur tordu, mais où j'adore faire des morts complètement spectaculaires. Les jeux de voiture, moi c'était pour le plaisir d'aller dans le décor. Se faire manger par un lynx dans Red Dead Redemption. Voilà, par exemple. C'est dans Red Dead justement d'aller le plus haut possible pour sortir avec son cheval. Ça s'appelait même un Top of the World dans notre imaginaire collectif familial. Comment ça s'appelait ce jeu Roller Coaster Roller Coaster Tycoon. Voilà, on fait des manèges. Et en fait, moi, je faisais des manèges, pas spécialement pour vendre de l'argent, mais pour faire un truc où les gens, quand ils allaient monter dessus, ils allaient voler. Le jeu de gestion de Jurassic Park et mettre des dinosaures. Et ce qui fait que je pense que le jeu, il peut jouer d'une autre façon, mais il y a plein de joueurs qui jouaient dans ce mode de se dire je cherche pas spécialement à gagner le jeu, je vais prendre du plaisir Ce que j'allais dire, en fait, derrière l'anecdote, comment tu peux détourner un jeu pour y trouver un autre plaisir qui est fondé sur ce qu'on pourrait appeler une défaite. Mourir dans un jeu vidéo, c'est considéré comme une défaite, et en fait, ça apporte un plaisir et une exploration supplémentaire. Et puis, il y a la défaite vraiment aussi exploratoire.
quand il y a une nouvelle version de Civilisation qui sortent, généralement, je sais que la première partie que je vais faire, je cherche absolument pas à la gagner. Je cherche plutôt à la perdre et je veux voir comment font les autres. Donc je vais surtout aller explorer ce que font les autres, voir comment ils réagissent aux insultes, tout ça pour voir comment marche le jeu. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui font des parties comme ça, sachant qu'ils vont pas la gagner. Pour tester du matériel, tester une arme, tester... C'est ce que moi je fais pour mes parties de Dark Souls. Je fais déjà d'abord une première partie où je sais que je vais pas la terminer, puis j'en recommence une. Voilà. Avec le bon build. Avec le bon build et tout ça. Perdre pour mieux gagner. Exactement. Et je me demandais s'il y avait un peu la même chose dans les jeux de plateau. Alors je me dis, est-ce que les jeux à essai, genre par exemple Colosseum, est-ce que ça fait partie de ces jeux où on score au final sur le dernier spectacle qu'on fait. On fait 3 spectacles pour s'entraîner. C'est pas forcément des défaites puisqu'on emmagasine des ressources pour aller faire des spectacles mieux à chaque fois. Mais on touche peut-être quelque chose quand même là-dessus. Je sais pas, une fulgurance comme ça. Ouais, ça fait partie d'un parcours d'apprentissage. Alors, peut-être comme le temps passe, je me tourne aussi vers toi, Benoît, pour parler de la représentation graphique de la défaite et de la victoire. Ouais. Alors, on ne te demande pas forcément d'en faire une chronique, mais tu nous disais que c'était quand même assez intéressant, les choix qui pouvaient être faits. C'est intéressant. Alors, il y a plein de manières graphiquement de représenter... moi, je me suis plutôt... rapidement, je regarde les victoires, défaites dans les jeux de plateau, mais c'est plutôt l'achèvement. Quand est-ce qu'on sait qu'un jeu va se terminer? Et il y a... je me suis un peu concentré sur les jeux de course qu'on peut avoir, où typiquement on a notre ligne d'arrivée qui peut être soit un damier, soit un petit drapeau finish, tout ça dans différents types de jeux. Mais dans les jeux de course, on a aussi par exemple dans les jeux d'Alexandre Pfister, dans Maracaibo, on a comme ça 4 tours à faire des Caraïbes. Les 3 premiers sont indiqués par des chiffres et le dernier indiqué par c'est un autre chemin. Donc on sait qu'on arrive à la fin de la partie avec ces visuels-là. Et dans Great Western Trail, par exemple, c'est une mécanique assez originale avec un jeton qui, à un moment donné, disparaît, sort du plateau. Et le joueur qui a fait tomber ce jeton le récupère. Ça fait des points de victoire pour ce joueur. Et c'est la dernière manche de la partie qui se joue. Donc voilà, il y a des petites choses intéressantes, effectivement. Et puis, ça, si je me... Oui. Parce que j'utilise ma fonction de directeur à tout bout de champ, comme vous me faisiez remarquer, avec élégance. Et Mais j'ai absolument jamais fait ça. Non, c'est que parfois, en fait, les points de victoire sont simulés par des choses qui reprennent un peu l'argent. Et ça, en fait, je trouve que c'est un peu raté, moi, une piste de points de victoire, pourquoi pas, mais des fois, en fait, on a ce truc d'accumuler encore du matériel un peu inutilement. Et souvent, malgré tout, on n'est pas très très imaginatif pour pouvoir aller figurer, concrétiser cette accumulation dans les Eurogames. Les points de victoire, on les retrouve quasiment tout le temps. Et c'est vrai que à un moment, on est un peu lassé, on est un peu ça devient quelque chose qui est et c'est pour ça que de temps en temps, ça peut être intéressant quand ces points de victoire sont autre chose. Ils peuvent aussi être concrètement des ressources d'argent, mais ça peut être aussi des éléments qui sont ça peut être du temps, ce genre de choses. Moi, typiquement, j'aime bien les jeux où on peut gagner de façon différente, même s'il y aura qu'un vainqueur, et puis on peut on n'a pas forcément et puis une fois de plus j'aime bien les jeux à victoire non explicite, quoi. Ça c'est des jeux on n'explore peut-être pas assez cette dimension où la fin de jeu célébrerait en fait le fait d'avoir accompli quelque chose ensemble sans dire on a gagné, on a perdu. T'as un exemple J'en avais un tout à l'heure et je suis resté sur le marteau électrocuteur. Je visualise très bien. Et puis après avoir mangé une demi-meule de raclette, j'avoue que c'est compliqué. Tu parlais des jeux coopératifs, je ne sais pas si c'est... Il reste une dimension... on a gagné, on a perdu. Et donc, souvent, en fait, quand je commence à expliquer un jeu, je dis souvent, c'est un jeu et le but du jeu, c'est de gagner. Ou alors, si c'est un jeu d'ambiance, le but du jeu, c'est de s'amuser.
J'aimerais bien en fait des choses où on a voilà, un peu comme dans les jeux de rôle, une voie un peu alternative où le but du jeu n'est ni dans la victoire ni dans l'amusement pur BA, enfin voilà, le fun un peu complet. Mais d'avoir voilà, des choses où il y a une narration qui s'est mise en place, il y a un arc narratif qui nous a emmenés d'un lieu à l'autre, on a découvert des choses ensemble sur de se dire bah, en fait oui, ce jeu nous a permis de comprendre, là il y a plein de jeux sur les échecs, j'ai hâte de voir comment on joue avec 4 reines. Donc, voir des jeux où il y aurait ni gagnant ni perdant. C'est ça. On se fixe nos propres objectifs aussi, ça peut être ça. une idée. Alors ça, on a des fois. Moi, ça me fait penser à Alice is Missing, ce que tu racontes. On a vraiment vécu une expérience. Et parce qu'il est aussi basé sur le jeu de rôle et comme tu disais, c'est la catégorie de jeu où il y a les joueurs choisissent quasiment de gagner ou perdre. Oui. Dans Alice is Missing, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on se fait manger par un ours ou pas? On vous conseille vraiment ce jeu. J'ai une dernière question. Tu as parlé de l'intérêt de la victoire pour l'apprentissage en parlant d'auto-efficacité, de confiance en soi, d'engagement. Voilà. Est-ce qu'on sait ce que les hormones du plaisir font sur le cerveau si on gagne? Est-ce que ça nous permet vraiment d'apprendre davantage en dehors de ce que nos émotions peuvent permettre? Oui, alors ça c'est quand même assez documenté. C'est sur toute la théorie de la psychologie positive autour du flow. Voilà, ça c'est documenté depuis Csikszentmihalyi, Pécroun, et si on veut citer des auteurs français, notre collègue et ami Jean Euth de Lille, qui y ont identifié que justement ce sentiment conjoint de plaisir et de satisfaction font qu'il y a une mémorisation, un apprentissage qui est beaucoup plus profond et plus durable. Donc oui, et c'est ce qui fait aussi que cette mise en scène par la victoire, enfin, par la célébration de l'activité qui a été conduite jusqu'au bout, elle est souhaitable. Et c'est là où il faut déplacer, à mon avis, le résultat de la partie essayer d'aller viser autre chose. Donc, mise en scène de la victoire, ça veut dire typiquement se faire applaudir les élèves à la fin. Oui, oui. Je sais que tu n'aimes pas les applaudissements, mais voilà, donner une récompense. Chaque fois que je passe dans la rue, qu'on m'applaudit, je me dis mais pourquoi? Qui non, ce qui est intéressant. Dernière raclette avant. Est-ce qu'il faut avoir une récompense pour les étudiants, donner un classement Alors, je pense que c'est pas pour prendre quelque chose qui se fait dans le sport, indépendamment de la victoire et de la défaite, vous verrez que les entraîneurs, souvent, ils essayent de ne pas s'attacher au score. Quand ils vont dire... Ils ne vont pas dire on a gagné ou on a perdu. Ils vont s'intéresser à la façon dont on a joué. Et donc, essayer de se dire, là, il y a eu des phases où il y avait la balle circulait bien, tout ça. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils peuvent dire dans le jargon, mais nous, c'est un peu pareil de rentrer dans de focus, de partie. En fait, bah là, vous avez drôlement bien joué, là, tous, parce que vous étiez chacun, en fait, à fond dans le jeu. Vous n'êtes pas... Là, le nez dans le manuel, à lutter pour faire décoller votre navette spatiale pour passer la Lune. Oui, nous avons rejoué à iFrontier. Merci de rappeler ce souvenir douloureux. Et donc voilà, et de vous dire, bah, en fait, vous avez bien joué, vous avez tenu, vous êtes allé au bout, vous n'êtes pas arrêté en cours de partie. Et en fait, d'aller essayer d'identifier des éléments qui sont des points d'ancrage, et ça, c'est une victoire. Et au-delà de dire, bah, bravo, t'as gagné, toi. Et moi, c'était un des plus gros enseignements que j'ai eu, c'était ça doit être en 2012, avec des étudiants. J'avais créé un jeu qui était super et c'était un Battle Royale. Et ça marche super bien, le Battle Royale. Or, j'avais 72 étudiants, peut-être un peu moins, enfin j'avais un gagnant. Et j'avais fait un super système où tout le monde repartait, sauf un avec le sentiment d'avoir gagné. Et donc, pourtant, il était bien, il avait bien marché, ils étaient à fond, mais au final, je me dis, mais c'est pas bien là d'avoir fait ça, puis justement avec des classements, et je m'étais trompé de cadre. Ça marche peut-être pour un tournoi de pétanque, mais pour un cours en histoire des idées, ça allait pas. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Et rarement, on veut classer nos étudiants ou les humilier ou leur dire vous êtes nuls, vous avez perdu. Bien sûr. Et donc débriefer en revenant sur ce qui s'est passé de bien pendant la partie.
Merci. Benoît, un dernier mot. Je crois que tu avais. Vous attendez une citation peut-être J'attends une citation. Le traître. Le mot de la victoire. Non, en préparant un petit peu, une citation de Samuel Beckett dans Cap au pire qui dit « Déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaye encore, échoue encore, échoue mieux. » C'est beau. Je la trouve vraiment Bravo, très très belle. bravo, Je te bravo. remercie, Benoît. Ouais. Et oui, il y a d'autres formes de victoire. Je donne cette couronne. C'est la couronne de premier joueur. C'est voilà. Exactement. Est-ce que dans le chat, nous avons des remarques, des questions? Je ne crois pas. On vous remercie en tout cas d'être avec nous. Merci à tous les trois. De rien, On va merci à maintenant toi. essayer de mettre en application tes conseils, Jérôme. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine Ça sera sans moi. prochaine. Ce sera sans toi, on est en vacances? Ce sera sans Je moi ne aussi. sais pas, je Ouais, ne sais c'est plus. ça. Peut-être, Dites-moi. on va peut-être enjamber. On va peut-être écoute, faire on se comme retrouve. nos plateformes, on va peut-être se mettre en pause. Très bien, et ben, on se retrouve prochainement le Dans mardi 15 jours. à 13h30, dans 15 jours donc. D'ici là, passez une bonne semaine et à bientôt.